Bonjour et bienvenue sur le site de CalXP. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exemple de validation de méthode réalisé dans les laboratoires de biologie médicale. Donc c'est un fichier Excel que j'ai créé en 2010, donc qui peut dater, mais qui je pense est toujours d'actualité. Donc dans ce fichier Excel, ce que nous allons voir, c'est la fidélité, la justesse, le modèle d'étalonnage, ce que j'appelle la rugosité, mais nous verrons ça un peu plus loin, la corrélation, qui peut être faite entre deux équipements, voire entre deux réactifs, le calcul d'incertitude de mesure, et notamment au travers du profil d'exactitude, et ainsi que différents paramètres, d'autres aspects de validation. Donc voilà, donc l'idée c'est de vous présenter un peu comment on peut faire une validation de méthode dans un laboratoire. Donc par exemple, dans ce fichier, donc voici le compte rendu, dans lequel ici on a la possibilité d'aller récupérer des paramètres, des critères d'acceptation, à savoir de Vasovaltech ou de Chiricos. Donc voilà, donc toutes les données sont en fait tabulées ici. Donc voilà, donc ça va des CV jusqu'à la justesse, la reproductibilité, les normes de suivi, etc. Donc une fois par exemple qu'on vient sélectionner ici le glucose, donc il vient définir à l'intérieur du rapport toutes les spécificités. On peut éventuellement définir ici l'automate, la méthode de mesure, l'unité, le réactif utilisé pour la validation, ainsi que les calibrants, les contrôles, le type de tube. Et ici on peut retrouver par exemple une affiliation à un document interne, comme le document de validation, et la durée des études. Voilà. Donc ce compte rendu se définit en plusieurs parties, à savoir le modèle d'étalonnage, la fidélité, qui se traduit en anglais par la précision, la justesse, la rugosité, la corrélation des méthodes et l'incertitude de mesure au travers du profil d'exactitude. Et pour finir avec tout ce qui ne va pas être calculé ou expérimental, mais plutôt bibliographié. Donc pour commencer, je vais vous parler des méthodes d'étalonnage. Donc la méthode d'étalonnage, ce que l'on peut faire, c'est typiquement sélectionner donc, le calibrant, le référencer, et éventuellement si on connaît l'incertitude de cet étalon. Dans notre cas ici, dans cette situation, nous avons 3 niveaux de concentration, avec plusieurs répétitions par niveau. Donc ici, nous avons les valeurs cibles, et ici, nous avons les valeurs retrouvées au travers de la méthode. Donc l'idée, quelle est-elle? C'est de savoir quel modèle nous allons utiliser pour retrouver nos valeurs. C'est-à-dire que votre équipement, il utilise ce qu'on appelle une méthode indirecte, c'est-à-dire qu'on va lui donner une concentration connue. Lui, si c'est une méthode spectrophotométrique, va calculer une R ou une unité qui est propre à l'équipement. Et cette unité qui est propre à l'équipement va être ensuite retrouvée via le modèle d'étalonnage. Ici, typiquement, le modèle il est linéaire. Donc on peut s'apercevoir qu'on a un excellent R carré, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le R carré, le coefficient de détermination, n'est absolument pas suffisant pour valider un modèle. Idéalement, ici, on a une droite. La question, c'est de savoir si cette droite, par exemple, passe par 0. Le R carré ne nous l'indique pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, au travers d'une analyse de variance du modèle de régression, on s'aperçoit en fait que le modèle n'est pas approprié, le modèle linéaire n'est pas adapté, malgré un excellent R carré. Alors, vu comme ça, c'est difficile de juger qu'un modèle linéaire n'est pas adapté, mais si l'on revient ici, et qu'on met, disons, à plat notre linéarité, on s'aperçoit ici que cette droite ne passe pas par tous les points. Alors peut-être qu'en zoomant ici, il faut savoir qu'ici nos points passent un petit peu en dessous de la courbe, ici on est un petit peu au-dessus, et ici on est un petit peu en dessous. Voilà, ce qui se voit très bien ici. Et ce que l'ANOVA nous explique, ici au travers de cette analyse de variance, c'est que le modèle n'est pas adapté et qu'il faudrait éventuellement passer par quelque chose de plus arqué, de plus arrondi, c'est-à-dire utiliser peut-être un modèle quadratique. Voilà, donc avec un modèle quadratique, l'intérêt c'est de passer au plus près des valeurs
et ainsi de diminuer l'écart entre la valeur retrouvée et la valeur cible. Par exemple, ici, si on tient compte de l'incertitude du modèle, on obtient 0,03. Donc cette incertitude sera intégrée dans l'incertitude globale de mesure, que nous verrons plus tard. Donc voilà, donc ici nous avons utilisé un modèle linéaire sur 3 niveaux. Le test de Fisher montre qu'on est non conforme, donc on considère qu'on a un incidence sur le résultat et on va tenir compte de l'incertitude liée au modèle d'étalonnage. Donc dans la deuxième partie, ce que l'on va étudier, c'est la précision. Donc on va étudier à la fois la précision et la justesse. Donc la précision, elle va être évaluée au travers des CV. Donc dans cette colonne, on va définir pour chaque niveau de concentration des CV donc, qui sont soit de Vaso-Valtex, soit de Ricos. Ici, je me suis permis d'élargir ce critère d'acceptation via l'incertitude que j'aurai autour de ce CV via mon nombre de mesures. Ce qu'il faut savoir, c'est que un CV a aussi une incertitude de mesure, un écart type a aussi une incertitude de mesure, comme une moyenne peut avoir une incertitude de mesure, c'est-à-dire un intervalle de confiance. Donc par exemple, le critère d'acceptation ici est de 2,4, si j'obtiens 2,3, je suis inférieur à mon CV fixé, donc je suis bon. Si j'obtiens 3, donc je suis au-dessus de ce critère d'acceptation, mais je ne suis pas statistiquement significatif par rapport à ce 2,4, c'est-à-dire que je ne suis pas strictement supérieur. Et je vais même montrer que je suis au final équivalent. Donc c'est-à-dire qu'entre 2,4 et 3,12, je peux accepter mon CV car je n'ai pas montré qu'il était strictement supérieur à 2,4. Voilà, donc ici on peut voir par exemple que j'ai obtenu 0,6, qui fait conforme, en sachant que dans tous les cas, l'écart type sera intégré dans le calcul d'incertitude de mesure. Donc ici, ce que l'on peut voir, c'est un graphique pour chaque niveau de concentration, avec un écart type cible en bleu, un écart type calculé et un écart type ici qui est notre limite de contrôle. Donc on peut voir qu'au final, dans l'ensemble, sur 5 jours de test, l'écart type n'a pas vraiment bougé, ce que l'on peut considérer comme une bonne stabilité ou une bonne robustesse de la méthode. Pour ce qui est de la justesse, c'est un peu le même principe. Donc on va retrouver ici quelques critères d'acceptation et ici ce que l'on a pu calculer au travers de l'étude. Donc on retrouve notre valeur cible, le biais en pourcentage, le biais ponctuel, le z-score, l'intervalle de confiance calculé, à savoir que l'intervalle de confiance est calculé autour de 0, et si le 0 n'est pas inclus dans l'intervalle de confiance, cela va avoir une incidence sur le calcul de l'incertitude de mesure. Donc par exemple ici, on peut voir qu'on est en dehors des tolérances. Donc ici on a nos valeurs sur chaque jour, puisqu'il a été réalisé sur 5 jours de test. Et les critères d'acceptation ainsi que la valeur cible, on voit qu'on est au-dessus, donc ça va avoir une influence sur la méthode de calcul de l'incertitude de mesure. Donc cela a été fait pour chaque niveau. On peut voir sensiblement que la méthode est au-dessus à chaque fois. Donc comment cela se présente? Comme ceci. Donc on a ici le plan d'expérience. Donc le plan d'expérience s'établit sur 3 niveaux. Et pour chaque niveau, donc ça a été établi sur 5 jours. Et pour chaque jour, on a fait une répétabilité de 6. Donc c'est-à-dire que le jour 1, on a passé le niveau 1 6 fois, le niveau 2 6 fois et le niveau 3 6 fois. Le jour 2, nous avons réitéré. Donc l'idée ici, c'est de calculer une moyenne, une variance, de faire un test de Dickson. Donc le test de Dickson permet ici de vérifier si au travers de notre série des 6 résultats, et on a une valeur aberrante. Donc alors, attention à l'interprétation des tests statistiques. Les tests statistiques, on ne doit pas prendre de décision à partir de tests statistiques, ce ne sont que des informations. C'est le biologiste qui décide si oui ou non il y a un impact ou pas. Le statisticien, lui, va juste dire « Attention, j'ai éventuellement une valeur aberrante. D'où vient-elle » Ensuite, c'est à lui de trouver une réponse. D'autant plus que ce test de Dickson dépend essentiellement des nombres de chiffres significatifs après la virgule. Donc si vous avez peu de chiffres, Dickson peut vous dire que vous avez une valeur aberrante. Par exemple, si nos 5 premières valeurs, on a des 100 et ici on a un 100,1, Dickson va vous détecter ce 100,1 comme aberrant. D'un point de vue de la biologie, avoir 100 ou 100,1 n'a peut-être pas forcément d'impact. Donc un test de Dickson, pour détecter la présence de valeurs aberrantes,
un test de Cochrane qui lui va comparer les variances de chaque niveau, ce qui revient aussi à détecter la présence d'une valeur aberrante. Et un test de Krebs qui lui va vérifier les moyennes. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des bonnes séries parfaites avec une variance homogène, mais des moyennes qui sont complètement différentes. Donc voilà, donc au travers de Dickson, Cochrane et Krebs, on est quand même assez bien paré pour la présence de valeurs aberrantes. Ensuite, ce que l'on va faire pour chaque niveau, c'est calculer donc la fidélité donc, au travers du CV intra-série. Donc ici, l'intra-série correspond à la répétabilité, à l'effet inter-série, donc ce qu'on va retrouver, c'est la variance intermoyenne, et le CV de fidélité intermédiaire, qui est donc le CV total. Au niveau de la justesse, donc nous avons ici la valeur cible qui peut être définie comme la valeur des paires. Et d'ailleurs ce que je vous conseille, et non pas prendre la valeur d'une fiche technique, parce qu'on n'est pas à l'abri que le réactif qu'on vous a envoyé, la valeur cible ne soit pas tout à fait celle que vous pouvez mesurer chez vous. Vous faites 100 mesures, vous avez une moyenne à 10, et sur la fiche technique vous avez 9, je vous conseille de prendre 10 plutôt que 9. L'idée de toute façon est d'avoir une valeur cible pour les cartes de contrôle. Donc ici, notre valeur cible, ça va être les groupes des paires, notre moyenne, le biais ponctuel. Ici, nous avons le Z-score donc, qui nous permet de nous comparer aux autres laboratoires. Alors attention, on considère qu'il faut être inférieur à 2, ce qui correspond à 2 écarts types, donc à 95% de la population. Mais n'oubliez pas que le risque alpha, c'est de rejeter à tort. C'est-à-dire que dans tous les cas, n'importe quelle étude, que vous soyez très bon ou très mauvais, vous allez toujours rejeter 5% des laboratoires. C'est statistique. Si je reprends mon exemple avec le 100 et le 100,1, si ce 100,1 se retrouve à 3 écarts types, ça ne veut pas dire pour autant que le résultat est mauvais. Donc attention à bien distinguer le raisonnement statistique du raisonnement pratique. Et donc ici on retrouve les CV, donc les critères d'acceptation ainsi que les CV élargis, ce que j'appelle élargis. Voilà. Donc ceci a été fait pour les 3 niveaux et c'est ce que l'on retrouve au travers ici des résultats, des valeurs observées, donc tous les calculs ont été faits. Donc ce que je vais appeler la rugosité, alors la rugosité c'est quoi? Vous connaissez peut-être la robustesse. La robustesse d'une méthode, c'est, si l'on prend par exemple une HPLC, donc qu'est-ce qui va agir sur la réponse? Ce sont plusieurs paramètres, tels que le pH, la concentration, la température, un débit, voilà, ce sont tous les paramètres qui sont propres à la méthode, intrinsèques à la méthode. Donc lorsque l'on fait un test de robustesse, on va faire varier ces données d'entrée et on va voir comment elles agissent sur la donnée de sortie qui est votre concentration. Voilà. La rugosité, c'est la même chose sauf qu'on va intégrer en plus dans l'étude les facteurs extrinsèques, c'est-à-dire qui ne sont pas propres à la méthode mais propres à l'environnement. Une méthode peut par exemple être robuste dans un laboratoire mais ne pas être rugueuse dans d'autres laboratoires parce qu'on va considérer que les paramètres environnementaux vont influer sur le résultat. Donc la rugosité, un peu, ça peut être résumé par la stabilité de la méthode, au travers de plusieurs laboratoires, par exemple. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est en fait de comparer simplement la précision de la mesure chaque jour, sur 5 jours, de voir si elle dérive ou pas. Si elle dérive pas, ça veut dire que notre méthode est stable, donc on peut considérer qu'elle est rugueuse. Donc je parle d'approche parce qu'ici, le calcul est simple, on ne passe pas au travers de plans d'expérience, ce que l'on devrait faire pour étudier la robustesse ou la rugosité. Je ne rentre pas là-dedans, cela fera l'objet d'une autre méthode, d'une autre vidéo, pardon. La corrélation des méthodes, donc ici on va retrouver deux types de corrélations. La première corrélation, c'est celle entre 2 équipements. Si vous disposez de 2 équipements, l'idée c'est de passer un échantillon sur les 2 méthodes. Alors éventuellement, avoir des échantillons qui s'étalent sur tout le domaine d'étude. Voilà, du min au max, voire en dehors des valeurs normales. Donc l'idée ici, c'est d'utiliser une régression des moindres rectangles. C'est une régression qui est la plus pratique, la plus simple à utiliser. C'est pas forcément la plus
la plus, comment dire, la meilleure régression, mais c'est la plus pratique. Donc dans notre cas, on a passé 20 échantillons sur nos deux méthodes, et l'idée c'est de faire quelques petits calculs au travers de la régression des moindres carrés, et l'idée c'est donc quoi? D'avoir une pente qui soit égale à 1. Donc dans notre cas ici, si par exemple j'obtiens 2 sur une méthode et 2 sur l'autre méthode, c'est parfait. Donc ici c'est ce qui est représenté avec la droite en pointillé. Qu'est-ce qui a été fait ici? On a calculé l'intervalle de confiance et de prédiction. C'est-à-dire qu'en rouge, les droites en rouge sont en fait notre pente. Donc notre pente peut se trouver à l'intérieur de ces droites rouges. Si ces droites rouges contiennent ma bisectrice qui est verte, c'est parfait. Je considère que mes deux méthodes donnent les mêmes résultats, des résultats équivalents. Et en bleu, ce qu'on va retrouver, c'est toutes les données. Toutes les données. Donc par exemple, ici, on aurait pu considérer que c'est une donnée aberrante, mais comme elle est au sein des droites bleues, on considère qu'elle est acceptable. J'aurais eu un point ici, j'aurais pu considérer qu'il était aberrant. Donc voilà. Donc il existe différents types de régression. Les moindres rectangles, c'est la plus simple. On pourrait éventuellement utiliser la régression des moindres carrés, qui est utilisée dans l'étalonnage. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça dépend de la valeur de x. Voilà. Et ici, nous retrouvons notre bande Latman. C'est un peu le même principe que la régression, sauf qu'on est à plat. Moi, je préfère utiliser la régression. Mais c'est un choix. Voilà. Alors, pourquoi je vous ai parlé de deux régressions? En effet, alors, on peut comparer à la fois deux méthodes, mais aussi deux réactifs. Alors, quelle est l'idée? C'est-à-dire que si vous avez un réactif et vous vendez au patient un résultat de 10, mais que demain, vous avez un réactif beaucoup plus spécifique qui divise par 2 ces résultats, eh bien, vous n'allez pas rendre 10 au patient, mais 5. Donc l'idée de la seconde régression, que l'on peut voir ici, c'est de définir un modèle d'étalonnage, comme par exemple ici, on voit que la pente est divisée par 2, qu'on passe toujours par 0 avec un bon coefficient de détermination. Donc l'idée, quelle est-elle? C'est de s'assurer que si au patient avant on lui donnait 10, et bien qu'au patient demain on lui donnera 5. Voilà. Donc à choisir, peut-être que la corrélation de réactifs n'est pas utilisable dans tous les cas, hein, c'est uniquement pour un changement de génération de réactifs par exemple. Voilà. Donc ensuite, on arrive à ce que j'appelle donc le profil d'exactitude. Donc, alors le profil d'exactitude, il existe des guides qui permettent de calculer le profil d'exactitude. Je l'ai intégré ici au sein du fichier Excel, combiné avec ce qu'on appelle la loi de propagation des variances, c'est-à-dire faire la somme de toutes les incertitudes de mesure. Donc à savoir ici, ce qu'on va retrouver, ça va être l'incertitude de l'étalonnage, donc la linéarité, de la fidélité, de la justesse et de l'étalon utilisé. Donc tout ceci va être additionné ici, puis calculé, et ce qui va représenter un beau graphique. Donc dans ce graphique, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve ici nos 3 niveaux de concentration. Les petits pointillés ici sont les valeurs sur les 5 jours. En bleu, ce que nous allons retrouver, c'est les incertitudes de mesure. Et l'idée, c'est de comparer ces incertitudes de mesure aux critères d'acceptation, ici, qui sont ceux de Ricos. Donc par exemple, on peut s'apercevoir qu'ici, on dépasse légèrement. Ça veut dire qu'au niveau bas, l'incertitude de la méthode est beaucoup trop large. Alors, là où il faut faire attention, c'est qu'ici, j'ai tenu compte du modèle d'étalonnage. Donc ici, on peut s'apercevoir que le modèle d'étalonnage, donc ici qui est linéaire, qui est pourtant un bon R carré, va avoir un énorme impact sur le résultat. C'est-à-dire qu'ici, il suffit que j'enlève l'incertitude propre à l'étalonnage, et on peut s'apercevoir que l'intervalle de confiance est très très bon. Il est très très bon, voire largement acceptable. Alors ici, il est intégré, mais à mon sens, je pense qu'il n'est pas à intégrer dans le calcul d'incertitude. Voilà, cela dépend d'approche, c'est un peu plus complexe, je ne rentre pas dans les détails, voilà. Donc, mais l'idée, c'est au final d'avoir donc un profil qui permette de juger de l'incertitude sur le résultat que l'on va rendre au patient. Donc voilà. Donc c'est terminé pour cet exemple un peu plus concret sur la validation analytique. Il y aura d'autres exemples. Celui-ci est assez volumineux.
Mais voilà, ça donne un peu une approche de ce qui peut être fait en termes de validation analytique dans les laboratoires. Voilà. Je vous remercie, à bientôt.